Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour les chimistes. Alors dans cette capsule, on va faire simplement la suite de ce qu'on a vu la dernière fois. On avait commencé à aborder les réactions d'addition en chimie organique et on avait fait un rappel. Les réactions d'addition, elles vont permettre simplement de faire le lien entre deux composés, c'est-à-dire de créer une liaison entre deux composés, généralement un riche et puis un pauvre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction d'addition. Et on avait vu ensemble qu'elles allaient concerner très souvent, en tout cas, des liaisons doubles, donc liaison pi, liaison double ou liaison triple, et on pouvait distinguer soit des liaisons, enfin des réactions d'addition électrophile ou des réactions d'addition nucléophile. Donc on a déjà vu ensemble la réaction d'addition nucléophile. Dans cette réaction-là, la double liaison va jouer le rôle d'électrophile et elle va être attaquée, additionnée par un nucléophile qui est ajouté dans le milieu. Et on va voir aujourd'hui les réactions d'addition électrophile. Donc là, ça va être l'inverse. Cette fois-ci, la double liaison va jouer le rôle de nucléophile, c'est-à-dire ces deux électrons mobiles de la liaison pi vont être capables d'aller chercher à l'extérieur un électrophile, un pauvre en électrons qui passe à côté, de manière à faire le lien entre les deux. Donc réaction d'addition. Nous, on va s'intéresser à cette réaction d'addition électrophile dans laquelle le nucléophile, cette fois-ci, c'est la double liaison. On va utiliser une réaction très classique d'addition qu'on peut retrouver dans n'importe quel cours. C'est la réaction d'acide halohydrique. Donc halohydrique, halo c'est halogène, hydrique. Donc c'est tous les acides halogénés. Donc acide bromhydrique, HBr dans l'exemple que j'ai choisi, acide chlorhydrique, fluorhydrique, iodhydrique. Okay, donc on va additionner cet acide halohydrique sur un alcène, donc sur une double liaison carbone-carbone. Et avec un exemple d'application, ici la synthèse de l'allopéridol, donc il y a un neuroleptique. Donc c'est une réaction qui va se dérouler en deux étapes, et on va les regarder rapidement. Ce sont deux réactions d'addition successives, qui sont relativement faciles à comprendre. Il y a juste un petit point sur lequel il faudra être vigilant. Donc voilà les deux produits de départ qu'on va utiliser. Donc un alcène ici, c'est lui qui va nous intéresser, la double liaison carbone-carbone, donc cette liaison pi ici avec les deux électrons que j'ai représentés en rouge, qui sont deux électrons mobiles, c'est-à-dire ils peuvent facilement se déplacer et éventuellement sortir de la molécule pour aller chercher un pauvre qui passe en face. Et en face, j'ajoute mon acide bromhydrique, HBr. Donc comme dans toutes les réactions, on cherche un riche, un pauvre, c'est-à-dire un nucléophile, un électrophile. Le nucléophile, on a dit que dans cette réaction d'addition électrophile, c'est la double liaison qui va jouer le rôle du riche, donc du nucléophile. Et ça tombe bien, en face j'ai mis un acide. L'acide bromhydrique, c'est un acide fort, c'est-à-dire que c'est un donneur de H+. Les électrons de la liaison brome-hydrogène sont évidemment pompés quasiment en totalité par l'atome de brome, ce qui fait que cet hydrogène devient fortement déficitaire en électrons, donc il devient acide. Donc ça va bien entendu être notre électrophile, et le riche, on l'a identifié juste en dessous. Donc, comme d'habitude, lorsque tu as ton riche, ton pauvre, eh bien, tu fais le lien entre les deux, c'est-à-dire une flèche qui va montrer le déplacement de ces deux électrons-là vers l'hydrogène. D'accord, ce sont eux qui sont riches, ils vont filer un coup de main à l'hydrogène pauvre, c'est-à-dire qu'ils vont aller le chercher. Donc c'est cette liaison, cette flèche qui va montrer ce déplacement d'électrons, qui se fait bien dans ce sens-là et certainement pas dans l'autre sens. D'accord, donc ça c'est une erreur très courante. Et qu'est-ce qui se passe en même temps? Ces deux électrons-là sortent de la fonction alcène pour aller chercher l'hydrogène. L'hydrogène, on le sait, c'est un élément qui est monovalent, c'est-à-dire il est capable de faire une seule liaison. Là, il a déjà sa liaison avec le brome, donc si je vais lui donner des électrons de ce côté-là de manière à lier à un des atomes de carbone de ma liaison double, eh bien, il est obligé de libérer sa liaison avec le brome. Donc ça se fait extrêmement rapidement, puisque en solution, de toute façon, cette liaison-là, elle est déjà totalement rompue. Donc, en tout cas, les deux électrons de la liaison hydrogène-brome sont évidemment absorbés par le brome très fortement électroattracteur. Okay, donc ne pas oublier, encore une fois, les deux flèches, de manière à respecter la valence des atomes, c'est-à-dire le nombre maximum de liaisons qui sont capables de faire une pour l'atome d'hydrogène. Et ensuite, on écrit le résultat de l'opération. Je suis allé chercher avec ces deux électrons-là, j'ai créé une liaison avec l'hydrogène. Donc dans ce cas particulier de notre alcène, cette première étape, c'est une réaction qui est relativement lente. Pourquoi?
Parce qu'on va fabriquer un carbocation. Le carbocation, on l'a déjà vu ensemble, c'est une structure qui est relativement instable, donc haute en énergie. Elle n'est pas forcément facile à faire, donc c'est pour ça que la réaction elle va être relativement lente. Et l'autre point sur lequel il faut être vigilant, c'est que dans le cas de cet alcène ici, les deux électrons qui sont ici, qui nous servent de nucléophiles pour aller chercher l'hydrogène, ces deux électrons dans l'alcène, ils appartiennent à la fois au carbone du bas et au carbone du haut. Ils ont été mis en commun, un électron mis en commun par chacun des carbones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils vont sortir pour aller chercher l'électrophile, ici l'atome d'hydrogène, eh bien cet hydrogène-là, il va pouvoir être fixé soit sur le carbone du haut, soit sur le carbone du bas. Donc on va avoir deux possibilités et la réaction aura deux possibilités d'évoluer. Donc je te mets évidemment les deux structures qui sont possibles. Soit l'hydrogène bleu, je vais le fixer sur le carbone du haut. Donc les deux électrons ici de la liaison pi deviennent un doublet liant ici pour faire la liaison carbone-hydrogène. Et évidemment, le carbone qui est en bas, l'électron qu'il avait mis en commun dans cette liaison double, il l'a perdu, puisqu'il se retrouve ici maintenant. Donc ce carbone, il a un électron de moins, il devient chargé positivement. Avec bien entendu en parallèle, le brome, quant à lui, qui a récupéré l'électron que l'hydrogène avait mis en commun avec lui, il devient chargé négativement. Ce qui fait que je suis neutre ici, je reste neutre ici. Donc ça c'est la première structure qui est possible de faire. Et la seconde, c'est de fixer l'hydrogène sur l'autre carbone. L'autre possibilité, donc c'est ce carbone-là qui récupère la liaison à l'hydrogène. Les deux électrons de la liaison double sont cette fois-ci dans ce doublet liant ici, carbone-hydrogène. Et le carbone du haut, c'est lui, à son tour, qui a perdu l'électron qu'il avait mis en commun initialement. Et devient donc chargé positivement, avec en parallèle, bien entendu, le bromure Br- qui l'accompagne. Donc ça fait deux carbocations dont qu'on a la possibilité de fabriquer. Et maintenant, on l'a vu aussi, les carbocations, on les a vus ensemble, ils sont instables, néanmoins, ils sont d'autant plus stables qu'ils sont substitués par des groupements donneurs d'électrons. Étant donné qu'un carbocation, c'est un défaut d'électrons, ce carbone ne possède que 6 électrons, son objectif c'est d'en avoir 8. Il en a que 6, c'est un défaut d'électrons, donc ça devient une pompe à électrons importante. Et s'il est fixé à des groupements qui lui en donnent, eh bien c'est quelque chose qui va le stabiliser. Donc ça c'est quelque chose qui doit être logique dans ton raisonnement. Donc on va comparer la stabilité de ces deux carbocations-là, et on va voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus favorable que l'autre. On a ici affaire à un carbocation tertiaire, ce carbone ici déficitaire, il est 3 fois lié à des atomes de carbone, c'est des groupements carbonés qui sont donneurs inductifs d'électrons, donc ils vont l'enrichir et le stabiliser. Et en plus, ce carbocation-là, il est lié au cycle avec la possibilité de faire de la mésomérie. Donc là, je n'ai pas redessiné pour ne pas surcharger la figure, mais les doubles liaisons qui sont là peuvent sortir du cycle de manière à aller enrichir le carbone en électrons. Donc ça, c'est un carbocation tertiaire qui va être très stable, et en tout cas beaucoup plus stable que le carbocation secondaire qu'on a ici juste en dessous. Ce carbone-là, il est lié cette fois-ci uniquement à deux groupements différents de H, celui-ci à droite, celui-ci en bas. Donc c'est un carbocation secondaire, forcément moins stable qu'un carbocation tertiaire. En tout cas ici, c'est pas un cas particulier. Et dans ce cas, on n'a absolument pas la possibilité de faire de la mésomérie avec ce carbocation-là. Pourquoi? Parce que la charge positive du carbone, elle est séparée par une et deux liaisons sigma de la première liaison double. Donc impossible pour cette liaison double d'aller communiquer avec le carbocation. Donc ça veut dire quoi? Ce carbocation tertiaire, il est stabilisé par des effets inductifs, des effets mésomères. Il va être beaucoup plus stable que ce carbocation secondaire, stabilisé uniquement par deux effets inductifs. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu ensemble. Ils sont tous les deux relativement instables, même celui-ci, mais en tout cas, il est beaucoup plus stable que ce carbocation secondaire, tellement réactif qui revient au composé de départ. Donc de là, il va découler ce qu'on appelle la règle de Markov-Nikov, qui nous dit que lorsqu'on a affaire à un alcène dissymétrique, comme c'est notre cas ici, on n'a pas de symétrie au niveau de la liaison double, eh bien on va s'arranger pour former le carbocation le plus stable. D'accord? Et la réaction, de toute façon, évoluera vers la formation de ce carbocation ici le plus stable. Donc ça, c'est la règle de Markov-Nikov. Lorsqu'on additionne les acides comme HBr sur une double liaison, on passe systématiquement par l'intermédiaire réactionnel carbocation le plus stable, c'est-à-dire le plus enrichi en électrons. Donc ça, c'est la première étape. J'additionne H+ sur ma double liaison. Et ensuite, on passe à la seconde étape.
Je reprends le carbocation tertiaire, hein, celui qu'on a identifié comme étant le plus favorable à être fabriqué, et on continue toujours pareil, on cherche un riche et on cherche un pauvre de manière à voir comment on peut évoluer cette réaction-là. Le riche, il est identifié très clairement ici, c'est le bromure, il est entouré d'électrons, il a 8 électrons, charge négative, donc c'est quelqu'un de nucléophile. Et puis là, on a libéré un électrophile très fort, c'est le carbocation. Je te l'ai dit juste avant, le carbocation, il est entouré que de 6 électrons, il en veut 8. Ça tombe bien, lui, il a un doublet non liant qu'il peut partager, de manière à faire une liaison avec lui sans difficulté. Donc j'ai un riche, j'ai un pauvre, comme d'habitude, eh bien on fait le lien entre les deux. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est le sens de la flèche, comme d'habitude. Donc bien sûr, les électrons partent de là où il y en a, c'est-à-dire sur le bromure, vers le carbone très déficitaire. Et ce doublet non liant va créer un doublet liant, c'est-à-dire faire une liaison entre le carbone et le brome. Ça, c'est la seconde étape de la réaction d'addition des acides sur les alcènes, et c'est une étape qui est très rapide. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faire disparaître ce carbocation qui est très instable. Donc ça, c'est quelque chose en énergie qui est beaucoup plus bas. Donc la réaction va se faire très rapidement dans ce sens-là. Donc seconde étape, seconde addition cette fois-ci, hein, c'est le bromure qui s'est additionné sur le carbocation. D'accord? Donc là, c'est une addition qui ne prend pas en compte une liaison double, mais ça reste une réaction d'addition. Je fais juste le lien entre deux atomes, ici le bromure et carbone. Réaction d'addition pour créer cette liaison-là. On n'a rien perdu entre-temps, donc c'est une réaction d'addition. Donc au final, on a bien additionné au total HBr sur initialement ma double liaison qui était ici formée entre ces deux atomes de carbone, et j'ai utilisé les deux électrons de ma liaison double de manière à aller chercher d'un côté, premièrement l'hydrogène et ensuite le brome qui s'est additionné sur mon carbocation. Ensuite, évidemment, il reste encore quelques étapes pour aller faire la molécule d'allopyridol dont on a parlé tout à l'heure. Donc retenir la réaction d'addition de HBr sur les alcènes, là c'est la double liaison qui va jouer le rôle de nucléophile. Ça va se passer en deux étapes. Je vais aller chercher d'abord l'hydrogène H+, dans le milieu qui va s'additionner sur cette liaison double. Et je vais créer, dans le cas d'un alcène disymétrique, comme présenté ici, je vais créer le carbocation le plus stable. Ça, c'est la règle de Markovnikov, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on a deux possibilités, donc on choisit celle qui est la plus favorable. Et une fois que le carbocation est formé, je fais la seconde étape, qui est également une réaction d'addition, où le bromure que j'ai libéré va s'additionner sur le carbocation intermédiaire. Donc on va dire que c'est une réaction qui est régiosélective. Pourquoi? Parce que le brome a été se fixer sur une région particulière de la molécule, c'est-à-dire la région ici, j'ai la possibilité de le fixer sur les deux carbones de la double liaison, et bien le brome se fixe sur ce carbone-là parce que je passe par le carbocation le plus stable. Donc réaction régiosélective, on a sélectionné une région particulière sur la molécule, c'est tout ce que ça veut dire. Ici, on a fait la sélection d'un des deux carbones de la liaison. Donc voilà pour la réaction d'addition électrophile. Et pour les réactions d'addition, on aura vu les deux, donc la réaction addition nucléophile et la réaction d'addition électrophile. On se retrouve prochainement pour passer à un autre grand genre de réaction qui seront les réactions de substitution nucléophile. Voilà, je te remercie.